Thomas Grunder de EdTech Lyon DigiSchool. J'ai l'immense responsabilité d'être le gardien du temps aujourd'hui pour le hall. Et du coup, je rappelle rapidement que ça va être 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Donc, je passerai après dans les rangs pour venir recueillir vos questions sur les grandes thématiques. Et pour commencer directement, je vais accueillir notre premier grand témoin. Donc, on accueille Olivia Asselin, qui est responsable de développement des pratiques agiles chez Boehringer Ingelheim, laboratoire allemand de l'industrie pharmaceutique dans la santé humaine et animale. Donc on l'accueille pour le propos introductif sur notre capacité à innover pour nous adapter à un monde en permanence en changement. Bienvenue Olivia et merci de votre présence. Alors bonjour à tous, merci pour votre présence. J'en profite également pour remercier les personnes qui m'ont invitée et remercier également pour cette belle journée qu'ils ont organisée. Donc, comme Thomas vient de le dire, je suis là aujourd'hui pour vous parler du changement, de sa nature imprévisible, mais surtout de ce qu'on peut faire pour être efficace dans ce qu'on appelle ces territoires inconnus. Alors, vous imaginez bien qu'avant de me présenter devant vous, j'ai réfléchi à la nature de la présentation que j'avais envie de vous faire. Bon, j'ai essayé le traditionnel PowerPoint et puis ça n'allait pas. Puis d'un coup, je me suis dit, j'ai envie de pleinement incarner mon propos. Et pour incarner ce propos, je vais moi-même me mettre dans une situation de changement. Et pour la première fois, pour moi, je vais vous faire une présentation sans aucun support. Je vous laisse imaginer une seconde l'inconfort dans lequel je me trouve là actuellement. Alors, cet inconfort, il est propre à tout changement. Pourquoi ? Parce que je me trouve dans une situation d'incertitude. Je me pose des questions. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais vous captiver ? Est-ce que je vais faire passer le message que je veux faire passer ? Et toutes ces questions auxquelles je n'ai pas de réponse me mettent dans une situation qui est incertaine et donc inconfortable. Mais c'est aussi, ce risque, c'est aussi, je le vois aussi comme une opportunité de changer, une opportunité pour faire autrement. Et donc, je vous propose ensemble qu'on teste ce format aujourd'hui. Et puis, je serai ravie d'accueillir à la fin, évidemment, vos questions. Et puis, je reste là toute la journée. Donc, je serai également ravie d'avoir vos feedbacks si vous souhaitez m'en faire un peu plus tard. Alors, je reviens sur cette incertitude. Cette incertitude, on la vit aujourd'hui au quotidien et elle caractérise le monde dans lequel on vit. Vous avez dû tous vous apercevoir que ce monde changeait énormément. Le changement, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait que ce changement est de plus en plus rapide et de plus en plus imprévisible. Il y a un terme d'ailleurs qu'on utilise pour parler qui caractérise ce monde-là, qui est le terme VUCA. C'est un acronyme de 4 mots en anglais qui veut dire Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Ce qui signifie en français que ce monde est un monde volatile, c'est un monde incertain, complexe et ambigu. Je vais prendre, donc ce monde change très vite en permanence et je vais prendre un exemple que malheureusement nous connaissons tous aujourd'hui qui est celui du Covid. Le Covid, qu'est-ce qu'il nous a montré ? En seulement quelques semaines, il a pu créer un véritable bouleversement au niveau planétaire. Ce bouleversement, on s'est rendu compte avec ce Covid qui est arrivé que finalement, on ne savait pas tellement comment agir. Et puis, on avait des compétences techniques qui étaient plus ou moins efficaces, partiellement efficaces, voire pas du tout efficaces. Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce que nous montre cet exemple ? Eh bien, cet exemple, il nous montre que si on simplifie, on vit finalement au quotidien 2 types de situations. On a une première situation dans laquelle on se trouve dans les zones de connaissance. Donc là, on a ce qu'il faut, on a les expertises techniques qui nous permettent d'avancer efficacement. Et puis on a une autre situation, on a une situation qui est une situation d'incertitude et dans laquelle c'est l'ignorance qui prime, comme on l'a vu quand on a été pris de court par cette épidémie. Alors, qu'est-ce que l'incertitude ? Là aussi, il y a 2 formes. L'incertitude, c'est
Il y a une première forme où il y a ce que je sais que je ne sais pas. Par exemple, dans la salle, il y a peut-être des gens parmi vous qui savent qu'ils n'y connaissent rien en physique quantique. Mais par contre, il y en a d'autres, je vois des gens qui hochent la tête, mais par contre, il y en a d'autres qui savent qu'ils savent. Et puis, il y a une autre forme d'incertitude qui est là beaucoup plus forte, c'est celle où on ignore qu'on ignore. Et quand on est dans cette situation-là, et si je reprends mon exemple Covid, eh ben, on va savoir qu'a posteriori. Et quand on se rend compte qu'on était ignorant, en général, c'est assez cuisant. Si je reprends mon exemple Covid, en 2018, on n'avait aucune idée de cette pandémie, de ce virus, de ce qui allait nous tomber dessus. Par contre, en 2020, là, on a pu prendre conscience qu'on ne savait pas. Alors, je m'arrête un instant sur le fait de cette prise de conscience, parce que pour moi, cette prise de conscience, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que prendre conscience qu'on ne sait pas et l'accepter, c'est le début pour pouvoir apprendre. On se retrouve enfin dans une posture où on va pouvoir apprendre. Donc, cette incertitude, comme vous le voyez, elle caractérise vraiment le monde dans lequel on vit, et on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir avancer en faisant des plans prédéfinis, en faisant comme on a fait habituellement, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui va être important dans ces périodes, quand on veut naviguer efficacement dans ces territoires-là ? Ça va être d'appliquer ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc, on va avancer petit à petit. Et à chaque pas, on va faire en sorte d'apprendre quelque chose. L'idée, là, ça va être d'aller vers son objectif petit à petit. D'accord ? On va faire en sorte ainsi de faire grandir le territoire des connaissances et réduire celui des méconnaissances. Donc, cette théorie des petits pas, elle est extrêmement importante. Et puis, ce dont on s'aperçoit aussi quand on est dans ces périodes d'incertitude, c'est que comme on ne peut plus faire comme avant, comme on n'a plus les mêmes expertises, il va falloir qu'on travaille autrement. Donc, on va devoir ensemble collaborer, différemment de ce qu'on fait quand on est dans je dirais sur des projets traditionnels où on est en zone de connaissance. Et on va ensemble collaborer pour être en mesure de délivrer ce qu'on peut délivrer. On va prendre un temps de recul pour regarder ce qu'on a fait, ce qu'on en a appris, et comment on peut s'améliorer, et quel est le pas qu'on va devoir faire après pour pouvoir arriver jusqu'à notre objectif. D'accord ? Alors, cette théorie-là, moi, effectivement, je l'applique aussi dans mon propre métier. Et c'est d'ailleurs mon métier que d'accompagner et de former les personnes à être en capacité d'être efficaces dans ces territoires-là, dans ces territoires d'inconnus. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont des projets à mener. Et ces projets, parfois, on leur donne un projet et il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ou alors, il y a de l'incertitude tout au moins sur une partie du projet. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de les accompagner, mais de manière à ce qu'après, ils puissent être autonomes et efficaces et de manière autonome sur leur projet. Alors, comment je vais les accompagner ? Je vous rassure, je n'ai pas de super pouvoir, je ne suis pas Madame Irma, et ce que je vais leur proposer, c'est tout simplement, je vais leur proposer une approche, un état d'esprit qui est bien évidemment accessible à tout le monde. Alors, la première chose, c'est que je leur propose d'adopter un état d'esprit qui est différent de celui qu'on utilise, encore une fois, quand on est dans des territoires de connaissances, où on sait exactement ce qu'il faut appliquer et comment avancer vers son objectif. Cet état d'esprit, il se caractérise par 5 grands principes. D'accord ? Ces 5 grands principes, je vais vous les citer. Le premier principe, c'est qu'on va commencer à fixer son objectif en fonction de ce qu'on a. Alors, traditionnellement, on fixe un objectif et puis on se dit de quoi ai-je besoin comme ressources, d'argent, de quoi ai-je besoin en termes de budget, etc., etc. Ben non, là, on va regarder ce qu'on a à disposition et on va se dire qu'est-ce que je peux déjà faire pour atteindre mon objectif
avec ce que j'ai sous la main. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on va travailler en pertes acceptables. D'accord ? Ce qu'on appelle les pertes acceptables, alors je vous l'ai dit, on va travailler petit à petit. Et en fait, pour chaque petit pas qu'on va faire, on va définir en amont ce qu'on est prêt à perdre si jamais on échoue et qui n'est pas bloquant pour le projet. Je m'explique. Vous décidez que vous êtes prêt à mettre 4 heures par semaine de votre temps pour ce projet. Vous décidez que vous êtes prêt à miser 500 €. Okay. Si vous avancez, si ce premier pas que vous avez fait échoue, il ne vous bloque pas. Vous aviez défini ce que vous pouviez perdre, il ne vous bloque pas et vous permet, il reste donc acceptable, d'où le mot perte acceptable, et il vous permet ainsi de continuer malgré tout à avancer jusqu'à votre objectif. Il y a un troisième principe qui est celui de transformer les surprises en opportunités. Je vous rappelle, quand on travaille de cette manière-là, on est dans l'inconnu, donc on ne sait pas, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont arriver, et souvent il y a des surprises qui vont arriver. Parfois, ce n'est pas facile de les accepter de manière positivement. Ben là, on va se mettre dans une posture où on sait déjà que ces changements vont nous arriver. Donc on va les accepter quand elles arrivent. Et on va regarder ensemble comment on va pouvoir les transformer pour que ce devienne une opportunité au service de notre projet. Je prends un exemple qui est assez éloigné, mais je trouve qu'il illustre bien. C'est Napoléon, bataille d'Austerlitz. Brouillard hyper épais qui tombe au moment où il était en pleine guerre, comme vous le savez. Et évidemment, on ne voyait plus rien. Napoléon a décidé d'en faire un avantage et d'attaquer à ce moment-là, parce que justement, ses troupes n'étaient pas visibles. Donc c'était simplement pour illustrer ce côté, comment on transforme quelque chose qui paraît un problème au prime abord en une opportunité qui nous permet d'aller jusqu'à notre objectif. Il y a un quatrième principe qui est important, c'est son réseau. C'est ce qu'on appelle le patchwork fou. Comment je vais pouvoir activer mon réseau? Qui est-ce que je connais qui va pouvoir m'être utile pour mon projet? D'accord? Qui est-ce que je connais qui va peut-être pouvoir me donner des informations, qui a une expertise intéressante pour mon projet, qui va pouvoir peut-être me mettre en réseau avec quelqu'un d'autre qui va m'être utile? Voilà, comment j'active mon réseau? Et puis, il y a le dernier qui est un peu pour moi la somme des 4 premiers et qui est extrêmement important, c'est que je vais construire mon futur plutôt que de l'espérer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais être dans l'action en permanence. J'émets des hypothèses et je les teste le plus rapidement possible pour être dans l'action. Et surtout, rester dans le présent. Les considérations passées, elles sont dans le passé, elles n'existent plus. Le futur, on ne sait pas exactement. Le seul moyen de savoir, c'est de revenir dans le présent et de repasser à l'action. Donc c'est ce premier état d'esprit que je propose aux personnes que j'accompagne d'adopter. Alors, chez Boehringer Ingelheim, évidemment, nous aussi, on a fait ce constat, comme tout le monde, que les choses changeaient extrêmement rapidement, qu'il y avait donc beaucoup d'incertitudes, qu'il fallait malgré tout mener nos projets dans ces environnements-là, et qu'on n'avait pas toujours non plus, nous, la capacité à innover, à être créative pour répondre à nos enjeux. Donc on s'est appliqué, ce que je viens de vous dire là, on le vit au quotidien. Et puis, on a commencé à adopter cet état d'esprit dont je viens de vous parler. On a ajouté à ça, évidemment, quelques processus qu'on utilise qui permettent, je ne vais pas passer au travers des 5 processus, mais très rapidement, ces 5 processus permettent d'abord de bien décrire le problème et de bien identifier le problème auquel on veut répondre et nous amène à arriver jusqu'à une décision sécurisée qu'on peut prendre de manière décentralisée pour avancer. Et donc, on a adopté, comme je vous dis, ces outils, cet état d'esprit, et c'est ainsi qu'on a créé un écosystème pour accompagner la transformation elle-même.
D'accord? Donc, quand je vous dis que j'accompagne des gens, je les accompagne parce que je travaille dans cette équipe dédiée qui a fondé cet écosystème sur lequel aujourd'hui on s'appuie pour former et accompagner les gens qui ont besoin de mener leur projet dans ces territoires très incertains. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur cet écosystème, bien évidemment. Cet écosystème, il est composé de plateformes d'innovation, il est composé de formations qu'on délivre et qu'on élabore en interne, mais il est également composé d'une communauté de pratique. Alors, je vais démarrer par la communauté de pratique. La communauté de pratique, c'est aujourd'hui chez Boehringer Ingelheim France, plus de 200 personnes qui ont été formées, donc à l'état d'esprit et aux outils dont je viens de vous parler, ainsi qu'également à l'activation de l'intelligence collective. Ces personnes, elles ont été formées pour pouvoir effectivement travailler dans ces territoires incertains, mais aussi pour devenir facilitateurs pour aller aider d'autres collègues qui pourraient être amenés à avoir des projets aussi dans ces territoires d'incertitude et sur lesquels il va falloir qu'ils avancent de manière efficace pour évidemment atteindre leurs objectifs. Donc c'est en fait une communauté de pratique agile. Alors, je viens d'employer le mot agile, agilité, que vous avez peut-être tous entendu parler. Je fais une toute petite aparté là-dessus. Jusqu'à présent, je n'ai pas souhaité mettre de mots, parce que pour moi, je trouve que c'est un mot aujourd'hui qui est souvent galvaudé. Il était très important pour moi d'abord de donner du sens à ce mot, de rappeler que l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit, d'accord pardon, je regardais Thomas, c'est avant tout un état d'esprit et avec des processus au service de cet état d'esprit. Et c'est vraiment ce qu'on enseigne aujourd'hui chez BI. Donc il y a cette communauté de pratique-là. On a les formations qu'on délivre pour être en mesure de former les gens donc à cet état d'esprit et à ces 5 fondamentaux. Et puis, on a aussi des plateformes d'innovation. Les plateformes d'innovation que sont les Fab Labs, le Lab Lab, je vais vous en dire un peu plus, Fab Lab, Lab Lab et Smart Lab. Fab Lab, c'est un lieu qui est ouvert à tous dans l'entreprise et dans lequel on va pouvoir retrouver toutes les compétences, mais aussi le matériel pour pouvoir innover et aller jusqu'au prototype. Et puis, on va avoir aussi un Lab Lab. Lab Lab, c'est très spécifique au fait que je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. C'est comme un Fab Lab, mais en zone aseptique. On a des personnes qui travaillent dans des zones, dans des conditions stériles. Elles ne peuvent pas manipuler ce qu'elles veulent dans les laboratoires de production. Donc, on a reproduit un laboratoire dans lequel elles peuvent venir tester, innover, et qui est spécifiquement conçu pour ça. Et puis, on a un Smart Lab qui n'est pas un lieu physique, mais le Smart Lab, c'est un partenariat plutôt avec nos équipes digitales. Nous, on va amener nos compétences dans les processus d'innovation et eux, ils vont pouvoir apporter leurs compétences dans le domaine du digital. Et puis, on a un dernier lab, il me reste 1 minute et je me dépêche. Il reste un dernier lab qui est un Open Lab. L'Open Lab, on a fait le choix, on a souhaité chez Boehringer Ingelheim s'ouvrir sur les autres, parce que innover en restant dans l'entre-soi, on atteint assez vite ses limites. Donc, allez voir ce qui se passe ailleurs. Et pour ça, on a un rendez-vous qui est mensuel avec des entreprises de tout horizon, qui ne sont pas dans la santé, et sur lequel on se réunit pour traiter des sujets d'innovation. C'est un lieu aussi où les gens peuvent venir tester leurs idées, peuvent venir les éprouver. Donc voilà. Je vais conclure parce que je vois que le temps passe. Alors, pour conclure, ce qui est important pour moi à retenir aussi de tout ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen de savoir, c'est de repasser à l'action. On a vraiment cru pendant très longtemps que pour comprendre, il fallait d'abord que ça passe par le cerveau et c'est ce qui nous permettait d'agir. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que parfois, pour comprendre, on comprend en faisant. Il y a une citation que j'aime bien de Paulo Coelho qui dit que enseigner, c'est dire ce qui est possible et apprendre, c'est rendre possible à soi-même. Et moi, je pense que quand on a un
professeur, c'est super, il peut nous dire ce qui est possible et on peut le rendre possible à soi-même. Et puis quand on n'en a pas de professeur et qu'on est dans l'incertitude, la façon de rendre les choses possibles à soi-même, c'est d'agir. Agir nous permet de comprendre et ainsi d'apprendre. Je crois qu'on arrive à la fin. Oui, merci beaucoup. Donc je vais terminer là. Je vous remercie et je serai donc très heureuse de recueillir vos questions. Merci.